Le plateau rocheux de Cordouan s'étend sur une superficie de plus de 100 hectares devant l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Totalement submergé à marée haute et découvert à marée basse, il est entouré de multiples bancs de sable qui se déplacent, se forment et se déforment au gré des marées. Cela complique considérablement le franchissement de cette zone, réputée dangereuse depuis toujours, et qui voit encore sombrer chaque année une vingtaine de bateaux de plaisance. C'est la raison qui a rendu indispensable la construction du phare de Cordouan à partir de 1584 pour signaler le danger aux marins entrant ou sortant de l'estuaire et les guider de sa lumière. Mais pourquoi une construction utilitaire en pleine mer a-t-elle bénéficié d'une architecture aussi élaborée ? Pourquoi l'avoir dotée de ces riches décors Renaissance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec ses moulurations complexes et ses mascarons qui semblent monter la garde ? Pourquoi ces balcons et cette magnifique chapelle couverte d'une coupole à caissons semblable à celle du Panthéon de Rome ? Derrière ce déploiement de moyens, l'ambition était de faire de ce phare un symbole politique de la puissance du roi de France, Henri III, qui en a ordonné la construction. L'ingénieur architecte Louis de Foix a donc œuvré en ce sens. Après l'assassinat de son royal prédécesseur, Henri IV a repris le chantier et en a fait un véritable monument politique, trait d'union entre la dynastie des Valois et des Bourbons, symbole de paix et de prospérité après des décennies de guerre de religion. Dès la fin de sa construction, Cordouan a été comparé au pharaonique phare d'Alexandrie, 7e merveille du monde. Après la Révolution française entre 1788 et 90, le phare de Cordouan a été rehaussé de 20 mètres par l'architecte Joseph Teller. Il a offert un prolongement harmonieux à l'édifice avec des proportions idéales vues de l'extérieur et des courbes vertigineuses à l'intérieur. Les matériaux, calcaire et pavement de marbre blanc et noir, s'harmonisent idéalement avec la construction Renaissance. C'est sur ce monument emblématique que l'ingénieur Augustin Fresnel a installé en 1823 la première lentille à échelon. Cette invention, plus tard appliquée aux phares du monde entier, a révolutionné l'optique en offrant aux faisceaux lumineux une portée exceptionnelle. Édifice en tout point remarquable, Cordouan a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. Pour pénétrer dans ce château phare, il faut arriver en bateau depuis Royan ou le Verdon et marcher sur les bancs de sable avant d'arriver devant la porte des marais. Elle est ouverte par les gardiens du phare dès que le niveau de l'eau descend en dessous de son seuil. Ses volets en bois sont changés en moyenne tous les 10 ans, alors que ses pentures et leurs écrous en bronze résistent à la corrosion depuis le XVIIIe siècle. Elle est refermée dès que la mer remonte au niveau des marches. Bien qu'elle arrête les vagues, elle n'est pas conçue pour être étanche, ce qui serait impossible. L'eau pénètre donc par les interstices et permet d'équilibrer la poussée entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut alors attendre la prochaine marée basse pour sortir. Cédons maintenant la parole à l'un des gardiens du phare, Pierre, qui occupe les lieux toute une partie de l'année avec ses collègues. Il va nous expliquer les fonctions des différentes parties du bâtiment, à commencer par la citerne d'eau douce. Donc nous, en fait, on n'a pas de tuyaux qui nous amènent l'eau depuis le continent. Donc on est obligé de récupérer notre eau douce ici. C'est un système de récupération des eaux de pluie. Toute l'eau qui pleut sur le phare, elle va passer par des gouttières, des canalisations. Et au balcon, ça va venir par ici. Et ça va descendre par les fontaines, les têtes de lion. Donc là, ça coule quand il pleut. Ensuite, ça remplit nos bacs décanteurs. Comme ça, la boue se dépose un peu au fond. Et ensuite, ça va remplir des citernes. Et donc, on a au nord et au sud 2 citernes de 10-12 mètres cubes d'eau quand c'est rempli, quand il a plu beaucoup. À la première pluie, il goûtait l'eau. Et l'eau, effectivement, qui avait été salée par les embruns sur la façade, il la détournait du système. Il revenait un petit peu plus tard. Il regoûtait l'eau. Là, elle était douce et il l'envoyait vers nos citernes. Voilà. Et quand vraiment ils avaient plus d'eau, ils mettaient un grand drapeau en haut du phare. Ça voulait dire venez nous dépanner parce que là, on ne tiendra plus très longtemps.
Voilà, donc là, on est au premier étage, on est dans l'appartement du roi, la chambre du roi. On a deux cheminées, en fait, on en a une vraie et une fausse. C'était pour la symétrie, pour le décor. Mais celle-ci a réellement un conduit qui s'échappait. On pouvait réellement faire du feu ici. Le conduit a été bouché à l'époque où on a surélevé le phare. Donc aujourd'hui, on ne peut plus en faire. Mais ça a fonctionné. Et du coup, comme les rois ne sont pas venus, les gardiens en ont fait leur cuisine. Ils faisaient leur popote ici, à la cheminée. Jusqu'en 1850, on n'avait pas les pièces extérieures. Napoléon III a fait refaire les bâtiments extérieurs avec notre cuisine, nos chambres. Donc on va dire qu'ils ont vécu ici jusque dans les années 1850. Donc ici c'est le balcon royal, la pièce du roi qui donne sur le balcon. On a 3 balcons sur la hauteur du phare. Et le plus majestueux, c'est celui-ci, au premier étage. On est dans la chapelle du phare de Cordouan, la chapelle Notre-Dame de Cordouan. Et une chapelle comme ça à l'intérieur du fût d'un phare, c'est unique au monde. Et non seulement c'est unique, mais en plus, regardez le décor. Il n'y a pas d'autre phare où vous trouverez ce genre de décor sculpté comme ça. On est sur un phare royal à l'époque des guerres de religion. Et le roi en place, c'est Henri IV. Henri IV, il est protestant, il va devoir se convertir au catholicisme. Et dans son monument royal, pour montrer à tout le monde que le royaume de France reste catholique, on fait une chapelle catholique. Et puis c'était fonctionnel, hein. Il y avait à l'origine du phare une messe ici, on nous dit 1 fois par semaine, quand le temps le permettait. On arrive à la 133e marche. Et c'est la fin de l'ancien phare. Là, on est sur le nouveau phare. Juste en dessous, on était sur le vieux phare historique de 1611. Et là, on arrive sur le grand escalier de 1780. On pouvait plus se permettre, sur l'agrandissement du phare, de faire un petit escalier à vis comme ça, qui aurait pesé très lourd d'un côté. Donc on fait ce grand escalier rampant à partir d'ici pour l'agrandissement. Et c'est l'escalier qui porte toutes les charges du mur, qui vient s'appuyer sur les rebords du dôme. Et surtout, comme il tourne, le poids est bien équilibré sur tous les côtés. Et c'est ça qui a permis d'agrandir le phare de 20-25 mètres. Donc ici, il y avait un contrepoids avant. Le contrepoids, c'était quelque chose qui permettait de faire tourner la lumière. La lumière, elle ne tourne pas vraiment. En fait, c'est une ampoule qui est fixe. Sauf qu'autour de l'ampoule, il y a un cache qui tourne, qui fait des éclipses. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça clignote. Et pour faire tourner ce cache, avant, il y avait un gros contrepoids qui descendait, comme sur les horloges avec un poids qui descend, hein, mais en très très gros. Et ce poids, il descendait tout doucement la nuit, jusqu'ici où on avait un bac de sable ou de sciure de bois où il reposait la journée. Mais la nuit, pour que la lumière continue à tourner, il fallait que tout le temps qu'il soit en train de descendre. Et donc une des tâches du gardien la nuit, c'était toutes les 3 heures de remonter le mécanisme pour que le contrepoids tourne, pour que la lumière tourne toujours là-haut. Nous, on ne fait plus l'éveil, nous on dort en bas. Et puis on sait ce qui se passe à la lentille parce qu'il y a un report d'alarme en bas. Mais les anciens gardiens devaient passer leur nuit ici à surveiller la lumière. Ils ont toujours été entre 2 et 3 gardiens sur le phare et en général ils montaient pour la veille à 2. Il y en avait un qui prenait le premier quart, jusqu'à 1h du matin par exemple, et l'autre qui prenait la suite, le deuxième quart. On est tout en haut. Il n'y a plus que la lanterne juste au-dessus de nous. On est sur le dernier balcon. Ouais. On n'est pas un sémaphore, on ne surveille pas ce qui se passe sur l'estuaire. On est juste un phare, on émet juste un signal lumineux. Après, de temps en temps, on reçoit des appels en nous disant voilà, il y a un bateau qui n'est pas très loin, qui est en difficulté, est-ce que vous le voyez On joue un rôle aussi un petit peu avec tous les touristes qui viennent nous voir, les particuliers qui viennent avec leur propre bateau et qui viennent sur le banc de sable directement. On essaie de s'assurer qu'ils repartent bien, pas trop tard, qu'ils ne se fassent pas avoir par la marée, par la houle qui remonte. Quand la mer monte, nous on ferme la porte et on est enfermé sur le phare, on ne peut plus sortir. On n'a pas de bateau ni d'accès à l'extérieur.